Je sens que vous êtes très, très engagé dans ce combat. Vous y allez avec beaucoup de courage et beaucoup de détermination. Et dans la persévérance, on ne peut que vous encourager dans ce sens. Et saluer le fait que vous ayez décidé d'accompagner quelqu'un du Sénégal qui a trouvé un remède contre le HIV. On sait maintenant, quand vous nous expliquez, parce que moi je vous ai lu avant qu'on nous annonce que vous étiez notre invité sur ce plateau, parce que j'en entendais parler et je me suis dit, tiens, il faut que j'aille voir à quoi ça ressemble et de quoi ça parle exactement. Mais quand on voit les preuves, les facsimilés, les correspondances, les résultats des analyses, on sait que c'est des choses qui sont palpables. Il y a des preuves. On ne peut pas en disconvenir. Nous savons également qu'il y a des acteurs clés qui sont au courant de ce qui se passe et qui, à un moment, peut-être ont utilisé cet argument pour profiter des retombées et ne pas faire en sorte que les Sénégalais et les Africains en profitent. C'est dommage. Nous savons qu'il y a l'industrie pharmaceutique qui fait en sorte qu'on ne peut pas aujourd'hui dire en Afrique qu'il y a quelqu'un qui a trouvé un remède contre le HIV parce que ce serait tuer beaucoup de gens qui vivent du sida. Nous, on avait l'habitude, en 2004-2003, j'étais encore étudiante en journalisme, et on avait un des professeurs qui nous disait que le sida nourrit plus qu'il ne tue. Et c'est ça. Nous avons des maladies qu'on peut dire de grandes maladies, je ne sais pas comment les spécialistes peuvent l'appeler, qui font des ravages dans notre continent. Nous avons des gens qui peuvent soigner et nous ne faisons rien pour les mettre en avant et faire en sorte qu'on éradique ces maladies, parce que ça vient de l'Afrique. Avant de vous lire, j'ai entendu quelqu'un, je ne veux pas le citer, un professionnel de la santé, agent de l'hôpital principal, qui a relaté un cas au Sénégal avec une femme qui est venue 8 mois après, elle a disparu, quand elle est revenue, 0. Où est-ce qu'elle a été soignée? Elle a dit, je ne veux pas dire où est-ce que j'ai été, mais je suis guérie, c'est ce que je voulais savoir, elle est partie. Elle venait de la Petite Côte. Ça veut dire que le remède existe en Afrique. Maintenant, le problème, c'est quand on sait qu'il y a les acteurs qui savent, les gens qui doivent savoir savent qu'il y a le remède au Sénégal, qu'on ne fait rien. Qu'est-ce que vous, dans la perspective, vous prévoyez de faire? Comment vous allez rebondir et comment vous allez en faire en sorte que ces Sénégalais et ces Africains bénéficient de ce remède sans pour autant passer forcément par l'État du Sénégal qui connaît et qui ne veut rien faire? Je vous remercie en tout cas du témoignage que vous venez de faire et puis de la compréhension de la situation. Mais je pense qu'il faut d'abord de la volonté politique. La santé publique appartient à l'État. Ça n'appartient pas au privé. Et cette volonté politique, il faut qu'il y ait des dirigeants qui ont le sens profond de l'État, de la responsabilité, de l'éthique et de la morale. L'industrie pharmaceutique, en ce qui nous concerne, est la première industrie au monde. C'est 400 milliards d'euros. Et nous savons que les industries, toutes les industries, pas uniquement pharmaceutiques, utilisent ce qu'on appelle l'intelligence économique. Triptyque, veille, protection, influence. Veille, acquérir des informations stratégiques qui permettent de leur servir. Protection, garder la bonne information qu'ils ne veulent pas que les gens connaissent. Et puis influence, essayer de propager de l'information, des normes comportementales qui favorisent leur stratégie, notamment le tabou sur le sida ou le tabou sur la médecine africaine ou bien par les plantes. Alors que le premier médecin, c'est Hippocrate. C'est le serment d'Hippocrate que chaque fois les médecins font le serment avant de terminer. Hippocrate était un moine botaniste. L'aspirine vient de la saule. Aspirine. C'est un arbre, c'était des écorces au début. 85% des médicaments qui sont dans les officines viennent des plantes. Actuellement, il y a 350 000 espèces de plantes qui ont été répertoriées sur la Terre comme plantes supérieures qui peuvent servir, mais il n'y a que 10% qui ont fait l'objet d'essais phytochimiques ou pharmacologiques. 10%. Donc les 90%, c'est vrai. Et chaque plante a des milliers de métabolites secondaires. Et c'est une substance ou deux, ou une série,
qui a l'effet toxique ou thérapeutique. Mais il faut de la recherche. Nos pharmaciens, pour répondre à votre question, le pharmacien doit créer un médicament. Les médecins et les scientifiques font leur travail difficilement. Il faut leur tirer le chapeau. Il n'y a pas une guerre contre la médecine occidentale, il y a une complémentarité. On ne peut pas laisser nos sources et ignorer ce que nous avons en allant prendre, d'un point de vue économique, en tout cas c'est coûteux aussi. J'ouvre une petite parenthèse, parce que j'ai entendu une personne sur ce plateau dire qu'on va aller là où l'argent se trouve. Il se trompe. J'ai eu 2 professeurs qui m'ont appris l'économie, Pascal Salin, qui est un grand économiste français à la Sorbonne, et puis Ismaël Goumziane à Paris-Dauphine, qui était ministre de l'économie et des finances de l'Algérie. Ils m'ont appris que l'argent n'est pas le bout de papier ou les écritures sur un ordinateur, que c'est de la valeur. Donc ça se trouve chez nous. Il n'a pas raison, l'argent ne se trouve pas à Paris. L'or, l'étain, le cobalt, coltan, l'uranium, c'est où? C'est pas en France. Nous avons l'argent. Le relais de la croissance mondiale, c'est l'Afrique, parce qu'ils sont tous partis, ils sont arrêtés. Ils ont besoin de l'Afrique pour repartir. Le cancer, voilà. Le cancer, quand il attaque un corps, un organisme, quand il n'y a plus rien à détruire, la personne meurt. Le capitalisme, je ne suis pas communiste, disons que c'est le cancer. Ils ont développé, ils ont à un stade post-industriel, ils ont besoin d'un continent où il n'y a rien, alors que nous avons tout. Et c'est ici. Barack Obama l'a dit. Durant le dernier sommet du G8, ils l'ont dit. Nous savons que le relais de la croissance mondiale, c'est l'Afrique. Mais nos dirigeants, ils vont toujours donner le dos. Ils vont aller toujours quémander, alors que ce n'est pas eux qui doivent quémander. Ils doivent avoir des stratégies parce qu'on a besoin de nous. La plante médicinale est une ressource naturelle comme le pétrole ou l'or, parce que c'est une ressource naturelle, ça se trouve dans la nature, et ça a de la valeur économique, mais ça soigne des vies. Ça n'a pas de valeur. Donc, pourquoi faire des tabous? Nos pharmaciens doivent sortir. Si vous allez à l'université de Cheikh Anta Diop, ou à Accra, ou à Cocody, j'ai fait toutes ces universités, j'ai vu les thèses. Depuis 12 ans quand même, je suis sur ce dossier. Effectivement, vous le dites, mais parce que c'est un dossier qui mérite d'être suivi. Les thèses de doctorat en pharmacie sur les plantes médicinales sont poussiéreuses. J'étais à IFAN la semaine dernière, des livres sur les plantes médicinales que beaucoup de tradipraticiens, entre guillemets, parquerisent et venir à la télé réciter, sont là. Mais les pharmaciens sortent, mettent leurs thèses sous leur table et vont être des commerciaux. Il fallait faire des BTS commerciales. C'est des commerciaux. Il faut qu'ils produisent. Il y a de la matière pour produire. Pour développer un pays, il faut, ce que je dis, nourrir, loger, soigner et éduquer. Ces 4 bases, si on n'a pas l'autosuffisance, si on n'a pas des entreprises de souveraineté sur ces entreprises-là, on ne pourra jamais se développer. On ira toujours avec des clubs je ne sais pas comment est-ce qu'ils appellent ça, en France pour aller chercher de l'argent. Et le club de Paris, le club de Paris, c'est un club d'État qui prête. C'est un club d'État qui prête au monde pauvre. C'est ça le club de Paris. Et le Sénégal a eu l'annulation de l'intégralité de toute sa dette en 2004. Toute la dette du Sénégal a été annulée en 2004. Le premier pays, dans le cadre de l'initiative PPTE, pays pauvre très endetté, le Sénégal a rejoint ce groupe très fermé en 2001 sous le président Wade. Diouf n'en faisait pas partie. C'est le dernier pays venu dans le cadre de ce programme PPTE. Et c'est le premier pays qui a reçu l'annulation de l'intégralité de toute sa dette. C'est dans le livre. Et vous faites la corrélation. Je fais la jonction avec ce remède, avec l'annulation de toutes ces dettes. 2004-2006, on était à 0 de dette. Mais le président Wade a endetté le Sénégal entre 2004, donc 2003 jusqu'à 2008. Il a fait plus de dettes que Senghor et Abdou Diouf réunis. Alors qu'en 2004, on était à 0, c'est-à-dire qu'on devait être un pays émergent. Je pense que 2004, le président Macky Sall était Premier ministre. Bonsoir, Monsieur Diop, Jacques. Je vais vous tutoyer. Oui, bien sûr. Oui. Je vais dire qu'en lisant le livre, d'abord, j'ai souhaité que ce soit vraiment une réalité. Et vraiment, en parcourant le livre, en voyant les annexes, je me dis que ça ne peut qu'être vrai. Mais après, j'étais habité par un sentiment de crainte, de peur même, je dirais. Parce que si c'est vrai, est-ce que c'est pas même beaucoup plus grave que si c'était pas vrai? C'est ça le problème. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un remède qui puisse guérir une maladie qui tue 8000 personnes par jour, qu'on ait le remède,
que les autorités soient au courant et que personne ne fasse quelque chose. Moi, je ne comprends pas. Parce que je me dis que même à coût de milliards, parce que vous le relatez dans le livre, vous avez expliqué que c'est ce qui est un peu à la base du problème entre Idrissa Seck et Abdoulaye Wade. Mais connaissant l'homme Abdoulaye Wade qui veut avoir un certain... Notoriété. Voilà, un certain prestige, une certaine notoriété sur le plan international, en ayant un bijou pareil entre ses mains, pourquoi il va accepter de le vendre pour des miettes, des centaines de milliards? Franchement, moi, je suis sceptique par rapport à ça. Mais aussi, je me dis, je ne comprends pas pourquoi une dame, comme vous le dites, qui a travaillé pendant longtemps à l'ONU-SIDA et qui est devenue ministre. Franchement, j'y crois, mais il y a des questions où je n'arrive pas à trouver des réponses, franchement, parce que je me dis que l'Afrique n'est pas mal barrée à ce point quand même. On ne peut pas être dirigé par des gens qui n'ont aucune ambition, parce que c'est même pas question d'avoir envie de soigner, mais même sur le plan lucratif. Je me dis que si le Sénégal s'organisait pour produire le médicament, comme vous le dites, on aurait pu, c'est même plus que le pétrole. Donc pourquoi on va accepter de tourner le dos à toute cette richesse pour défendre les intérêts de quelques multinationales? Vous n'êtes pas politicien. Non. C'est pour ça que vous raisonnez comme ça. Nous n'avons pas le même raisonnement que les politiciens. Voilà, nous n'avons pas le raisonnement que les politiciens. Et c'est vrai que la relation que j'ai effectuée entre le pactole de Rebus, qui est le titre aussi dans le livre, e-book, le pactole de Rebus, la face cachée de Ledsberg, j'ai dit qu'en fait, Idrissa Seck, donc l'ex-premier ministre, lorsque le dossier est arrivé entre les mains d'Eva Marie Coll Seck, donc pour la professeure Eva Marie Coll Seck, une personne très proche d'elle, qui est bactériologue à Jussieu, docteur, m'a dit, attention monsieur Diop, j'ai rencontré madame la ministre, qui n'était plus ministre à l'époque, mais elle m'a dit qu'elle n'était pas ministre d'État. Le dossier, elle l'a transféré à monsieur Idrissa Seck, qui était son supérieur hiérarchique. Donc moi, quand j'ai produit ce que le Sénégal risque de perdre, et que c'est arrivé à la famille biologique de Wade, effectivement, c'est 2 semaines après qu'elle a été démise de ses fonctions et que j'ai su qu'effectivement, le président Wade venait d'être au courant de ce dossier, avec ce que le Sénégal risque de perdre. Ce qui s'est passé, c'est que de 2003 à 2004, la date de publication de ce livre, il y a eu un faux inventeur qu'on disait venir des Dara de Tiwawan, qui était le véritable propriétaire. Et je pense que le président Wade a été mené à bateau par M. Idrissa Seck, qui avait ce dossier, de 2003 à 2004, ce que je doutais. Et c'est pour ça que j'ai publié le livre en 2004. Et lorsque j'ai offert le livre en 2004 au président Wade, il m'a d'abord invité à Popenguine, donc en visite privée. J'ai décliné, bien sûr. Je m'adressais au président de la République. Je vais être reçu au palais. Il m'a reçu au palais après. Mais rapidement, on a su effectivement qu'il a été, Idrissa Seck a été démis de ses fonctions, en tout cas après le livre. Mais donc pourquoi, après vous avoir rencontré, il n'a pas fait ce qu'il fallait? Je pense, vous avez posé une bonne question, pourquoi le Sénégal, nos hommes politiques n'ont pas utilisé ce dossier? Je vais vous répondre. C'est d'ailleurs ce que j'ai mis sur le livre. Le 21 juin 2004, le président Wade nous a reçus. Le 28 juin, la première pierre d'un laboratoire pharmaceutique marocain a été posée au niveau du Technopole. On vient de l'inaugurer d'ailleurs. Il commençait à mettre, je pense, en pratique les menaces, médicaments au sud, malades au nord. Le 28 juin. Le 30 juin, toute la dette du Sénégal a été annulée. 2 jours après que les Marocains ont posé une première pierre. Là, Ndiombor, on le dit. Je pense qu'un politicien, il a utilisé ce dossier pour tordre le bras au Club de Paris, qui est le groupe, je réponds un peu au monsieur qui était là, c'est un club de pays qui prête aux pauvres. C'est ça, le Club de Paris, et qui décide. Et le Club Paris a à son sein les Big Pharma, les Big Ten. C'est les 10 premiers laboratoires pharmaceutiques au monde qui pèsent énormément, qui n'ont rien à voir avec nos budgets. Rien que leur budget d'espionnage économique dépasse nos budgets.
Donc s'ils veulent prendre 200 milliards et le mettre au Sénégal, c'est rien pour eux. L'homme politique